Chers citoyens roubaisiens, bienvenue à ce café citoyen. C'est dans un cycle qu'on a démarré il y a quelques temps, qui s'appelle Habiter la Terre dans un monde abîmé. Et donc on a construit ce cycle aussi autour d'un projet qu'on mène avec l'Université populaire et citoyenne sur entraide et habitat dans le quartier autour de la ferme urbaine, là, qu'on appelle le Trichon, et essayer de montrer qu'on peut faire une autre rénovation urbaine par la mobilisation des habitants, que ce que fait l'ANRU en démolissant certains quartiers. Et donc on va essayer de promouvoir dans ce quartier-là l'habitat partagé. Et on travaille sur un projet qui s'appelle HELP, Habitat écologique léger partagé. Et donc je voulais juste en introduction vous présenter ce projet-là. Voilà, c'est des dessins qui ont été faits, c'est pour essayer de penser un habitat qui soit avec une empreinte écologique le plus faible possible, qui réduise les surfaces d'habitation. Ça, c'est le groupe actuel. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez bifurquer avec nous. C'est un groupe d'habitat qui se mettrait au bord de la ferme urbaine sur la rue Michkine, qui est en face de LEA, dans ce quartier-là. Ça aurait des gueules comme ça, de petits habitats, pas si petits que ça, c'est 45 mètres carrés pour deux. Et il y a un lieu partagé. Voilà, ça c'est des plans. Et puis ça, c'est le petit journal L'Entraide qu'on distribue en porte-à-porte dans le quartier. En fait, la réflexion qu'on veut mener, c'est à la fois sur comment on désinvestit l'habitat et que ça coûte moins cher et qu'on se redonne du temps les uns et les autres pour investir ce quartier et pour essayer de bâtir une économie de l'entraide à Roubaix. Voilà. Et ben, je vais m'arrêter là pour la présentation de... Mais juste pour dire, donc l'habitat, c'est pas simplement le logement, c'est vraiment habiter un écosystème et une ville, et c'est pas simplement faire son petit nid douillet à quelques-uns. Voilà. Bienvenue au troisième café citoyen du cycle Habiter la Terre dans un monde abîmé. Alors nous remercions encore beaucoup la médiathèque de Roubaix qui nous accueille et qui organise aujourd'hui Michael Correa. J'ai comme l'impression qu'il est un peu connu par ici. C'est peut-être parce que tu es originaire de Roubaix. Ouais, exactement. Et donc tu es journaliste. Tu es journaliste à Mediapart aujourd'hui, depuis environ 3 ans. Ouais, c'est ça. Tu as écrit des ouvrages, pas très sympathiques en fait, le dernier en date qui s'appelle Le Mensonge Total, pas très sympathique pour un fleuron quand même de notre industrie française, donc nous devrions être fiers. Est-ce que tu peux t'expliquer en quelques mots en fait, qu'est-ce que tu reproches en fait à cette... Le propos... Là, vous m'entendez ou pas du coup avec le micro ou il faut... Ah oui. Ah, c'est pas enregistré, donc je parle quand même un peu fort. Donc oui, moi je suis journaliste climat depuis 3 ans à Mediapart et on va dire qu'une de mes rengaines, en tout cas une des sillons que j'essaye de creuser, c'est d'essayer d'identifier qui sont les responsables du chaos climatique, de la crise climatique qui est en train de s'aggraver, et d'identifier, oui, voilà, où sont les responsabilités qui sont de plus en plus différenciées, qui plus est. Et il y a un autre travail qu'on pourra peut-être parler après aussi, c'est sur, on va dire, qui sont les victimes, au fait, de la crise climatique aujourd'hui. En tout cas, le but, c'est un peu le but de fond, c'est vraiment d'arracher, de démanteler ce récit un peu dominant qui existe depuis une 30aine d'années, qui serait de dire... L'écologie, en tout cas la crise écologique qu'on vit, elle serait la conséquence funeste de nos individualités en fait. C'est vraiment nous qui sommes, en tout cas pour résumer, pour changer le monde, pour répondre à la crise climatique, il faudrait se changer soi pour changer le monde. C'est un discours qui commence un peu déconstruit depuis une dizaine d'années. Donc mon but c'est un peu de montrer comment les catastrophes climatiques, les canicules, les tempêtes, etc. ont certes des causes environnementales, mais elles sont aussi organisées socialement. Derrière, dans ce livre, il y a Camille Etienne, la célèbre activiste, qui a dit, à travers ce livre, vous verrez comment Total organise le chaos climatique. Donc il y a vraiment cette question-là, d'essayer de mettre à nu la structure sociale, l'ordre social, qui fait qu'aujourd'hui, on a cette crise climatique-là. Donc effectivement, alors, il y a plusieurs années, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Criminel climatique », enquête sur les multinationales qui sabotent notre climat, je crois que c'était ça le titre. Et je travaillais sur les 3 plus grandes entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre qu'on connaît très peu en fait. Les 3 premiers c'est Saudi Aramco qui est un géant pétrolier saoudien. Le deuxième c'est China Energy qui est le géant du charbon chinois. Et le troisième c'est Gazprom
On le connaît un peu plus depuis la guerre en Ukraine, qui est le géant du gaz russe qui appartient au clan Poutine. Et donc là, je me suis vraiment plus focalisé, c'est un peu la saison 2, les 3 plus gros méchants, et là, c'est sur Total Energy. Le but, c'était vraiment de, voilà, comme tu disais bien, de s'attaquer, de se pencher sur le fleuron industriel national français, qui, je rappelle, émet autant à lui seul, et c'est les chiffres même de Total Energy, c'est même pas des chiffres d'activistes écologistes. À eux seuls, selon leurs calculs, ils émettent en termes de gaz à effet de serre autant que l'ensemble des Français. C'est le champion privé aussi des nouveaux projets pétro-gaziers à travers la planète. C'est le deuxième producteur c'est le deuxième développeur de projets P sur le continent africain. Bref, c'est vraiment un champion à la fois national mais aussi international. Et c'est surtout un super objet parce que en fait, tout le monde connaît Total Energy. Il suffit de descendre ici dans la rue. Tout le monde, n'importe quel Pékin moyen, sans être péjoratif, connaît cet industriel-là. Et donc là, le but du livre, et je termine là-dessus, c'était vraiment de démontrer comment le fait, depuis 2021, Total a changé de nom pour s'appeler Total Energy avec un S, pour dire que voilà, aujourd'hui, c'est un acteur incontournable de la transition énergétique, qui vont arrêter le pétrole, qu'aujourd'hui, ils vont produire de plus en plus d'énergie verte. Ils disent quand même qu'ils mettent 5 milliards d'euros par an dans les énergies vertes, ce qui est une somme gigantesque, 5 milliards d'euros d'investissement dans le solaire et l'éolien. Le problème, et c'est ce que je montre avec le livre, c'est qu'il faut toujours faire attention à ce qu'ils ne disent pas. Et ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'effectivement, s'ils mettent 5 milliards d'euros chaque année dans les ENR, les énergies renouvelables, ils en mettent 10 milliards chaque année dans le pétrole et le gaz, et ils en distribuent 15 à 20 milliards, enfin 15 à 16 milliards pour les actionnaires. En gros, pour résumer la politique aujourd'hui de Total Energy, quand ils disent, et on va encore l'entendre énormément demain c'est l'Assemblée Générale de Total Energy, il y aura énormément de communication, même BFM a sorti un truc aujourd'hui pour dire, voilà, ils ont déjà atteint un premier objectif d'énergie renouvelable. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand Total Energy met 1 euro dans les énergies vertes, ils continuent à en mettre 2 dans les énergies fossiles, le pétrole et le gaz, et 3 dans la poche des actionnaires. Donc c'est vraiment ça la priorité de l'énergie, et donc ça s'appelle le total mensonge, parce que le but c'est de démanteler, de dévoiler ces mensonges-là, cette communication-là de Total Energy sur laquelle on est beaucoup pris. Je suis peut-être trop long, il faut me dire, je peux faire des tunnels de... C'est pourquoi nous t'invitons en fait. En plus, c'est un bon exemple, Total, sinon l'exemple. D'ailleurs, demain, tu parles des actionnaires, tu te rends à l'Assemblée Générale des actionnaires. Est-ce que tu es actionnaire à Total ? Non, alors on peut... Non, on peut... Alors c'est pas trop cher, là, j'ai plus revu le prix, mais c'est une poignée d'euros. Alors effectivement, il y a des gens, je sais que notamment Greenpeace, achètent une action Total pour pouvoir poser une question après à l'Assemblée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser des questions et c'est le processus même de l'Assemblée Générale. Ils sont obligés de répondre, donc les réponses viennent des fois 1 ou 2 mois après par écrit, mais c'est un moment assez intéressant. Ce qui est assez intéressant dans ces AG-là, bon, c'est un exercice de communication, ça dure 1 heure. Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, va faire son pitch. Il va être réélu là pour la 4e fois, pour un 4e mandat à la tête de Total Energy. Les actionnaires sont très contents parce que, encore une fois, cette année, en février, ils ont annoncé leurs résultats pour 2023. C'est quasiment 20 milliards d'euros de profit. C'est gigantesque. En 2019, ils ont fait 10 milliards d'euros de profit. Je rappelle quand même 2023, donc ils ont encore battu un record incroyable en termes de bénéfices dans l'histoire même du CAC 40. 2023, c'était quand même l'année la plus chaude qui a jamais été enregistrée sur Terre. Et c'est quand même dingue, je trouve ça complètement dingue. Un géant fossile comme Total Energy parvient encore à faire énormément de bénéfices. Et je précise aussi, sans payer d'impôts. Il y a toujours un truc, c'est bien que Total fasse de l'argent parce que c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour les impôts. Je rappelle alors on n'a pas les chiffres pour 2022, 2023 encore. Entre 2019, 2020 et 2021, l'entreprise n'a pas payé 1 seul euro d'impôt sur les sociétés. Là, pour 2022, on sait qu'ils ont payé, je vois mes chiffres, à peu près 320 millions d'impôts sur les bénéfices et taxes de solidarité. Donc 320 millions d'euros, pour eux, c'est des cacahuètes par rapport à 20 milliards d'euros. En termes de communication, chaque année, le budget change, mais c'est à peu près 100 millions d'euros.
Donc pour eux, il n'y a vraiment rien. Et je rappelle aussi que c'est des gens qui suppriment des emplois. Entre 2020 et 2021, au sein de Total Energy à l'échelle internationale, il y a eu à peu près 6000 suppressions d'emplois. Donc quand vous voyez tous les économistes se gausser sur le plateau de dire c'est bon pour la France, en fait non. Et il faut savoir qu'aussi la plupart des profits sont réalisés à l'extérieur de la France. On a quelques infrastructures, notamment la grande raffinerie du Havre où il y a à peu près 15% de l'essence française qui est raffinée, qui appartient à Total. Mais c'est surtout, encore une fois, sur le continent africain, sud-américain et en Asie du Sud-Est que Total Energy fait ses profits. Et c'est là qu'il va aussi payer un peu d'impôts. Mais en tout cas, ça ne coûte rien. La France ne bénéficie pas des activités productives d'un point de vue financier de Total. On reviendra sur le fait que Total effectivement est présent dans de nombreux pays. Tu parles en fait des emplois. Et tu dis en fait dans un entretien que tu as donné à Ballast en septembre de l'an passé que la question écologique, la question du climat est au cœur de la question sociale. Ouais. Tu abordes justement sous l'angle des besoins sociaux, du travail, également des rapports avec les organisations syndicales et qu'elles ont porté, peut-être qu'on les entend moins aussi, des propositions écologiques ou qu'elles le font encore aujourd'hui, mais il faut les traduire. Sur ces thèmes-là, en fait, bien évidemment, puisque tu parlais du monde des inégalités sociales, Ouais. donc il y avait quand même plusieurs thèmes qui importaient également à la question sociale. Ouais, bon, c'est un énorme C'est très morceau vague. là, c'est Alors, un énorme morceau. Alors, Peut-être sur prenons je veux quelques bien exemples. parler des histoires de la demande parce que c'est un peu lié à l'histoire du travail aussi. Donc, je te coupe. Et ouais, vas-y, dis-moi. Tu parles des emplois, il y en a 6 000. Il y a 6 000 emplois qui ont été supprimés, en fait. Mais dans cet entretien, tu disais, par exemple, qu'il y avait un certain nombre d'employés, 40% dans mon souvenir de Total, qui souhaiteraient faire autre chose que Oui, ça, puisqu'ils avaient oui. pris la conscience, en fait, que leur activité professionnelle, elle était plutôt... Effectivement, sur la question du travail, elle est intéressante au fait, il y a toujours la question, qu'est-ce qu'on fait de ces géants-là, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est des mastodontes tellement gigantesques. Comment on fait pour les bifurquer? C'est un peu le mot. J'aime pas trop le mot transitionner. Pour moi, c'est déjà trop tard de faire la transition. On doit plutôt être dans l'ordre de la rupture, de la bifurcation, voire même de la fermeture. On pourra en parler après. Et en tout cas, c'est vrai qu'il y a, je pense que notamment le mouvement des retraites l'an dernier a été un moment assez révélateur où, en fait, le climat a été relativement absent de la parole syndicaliste. Et pourtant, il était là. En fait, il n'était pas codé comme tel, mais il était là. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de discussions sur le rapport au travail, le rapport au temps, le rapport à la productivité, et même le rapport aux retraites aussi, comment on finance nos retraites. Et ça a l'air de rien, ça paraît pas codé écologiste, mais ça l'est. En fait, dès qu'on commence à parler du temps de travail, pour moi, forcément, il y a cette histoire de travailler moins pour travailler mieux et aussi polluer moins. Je rappelle qu'il y a des études qui montrent que quand on fait la semaine de 4 jours, c'est les Anglais qui ont montré ça. La semaine de 4 jours, en termes on va dire, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est comme si en Angleterre, quand ils l'ont testé, ils ont calculé, c'est comme si on retirait l'ensemble du parc automobile privé du Royaume-Uni. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que peut-être en France, si on fait des équivalents, je ne sais pas ce que ça vaut, mais si on passe à la semaine de 4 jours, en tout cas peut-être aux 32 heures, ou qu'on bosse que du lundi au jeudi, on arriverait à enlever en termes de gaz à effet de serre tout le parc privé automobile français. Et en tout cas, c'est vrai qu'en parlant de cette question-là de travailler moins, du sens même du travail, je pense que c'est vraiment des choses qui ont été énormément travaillées par les écologistes, même Jacques Ellul, ou en tout cas Charbonneau, dès les années 50-60, la question du travail et la question de la production étaient là. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'était très peu présent. Moi, j'ai toujours été étonné, par exemple, pendant le mouvement des retraites, la quasi-absence du mouvement climat, en tout cas sur Paris, elle était très peu là. Et je comprends pas pourquoi, par exemple, quand des syndicalistes de la CGT vont notamment bloquer les dépôts pétroliers au Havre ou à Fos-sur-Mer, pourquoi il n'y a pas aussi des militants de climat, par exemple d'Extinction Rébellion, qui vont se rejoindre là et faire des espèces d'alliances de classe pour dire, il y a peut-être des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, peut-être sur la question productiviste, mais là, sur le fait de poser, on va dire, de bloquer des dépôts pétroliers, il y avait peut-être des alliances à tisser. Et ça, notamment, ces alliances-là, en tout cas, on va dire ces brèches qu'on voit dans l'industrie fossile, elles sont de plus en plus larges. C'est-à-dire que ça apparaît, c'est les études sociologiques qui le montrent. Aujourd'hui, alors, il n'y en a pas beaucoup, mais les 4-5 qui ont été faites, elles convergent toujours vers plus ou moins le même chiffre. On estime qu'il y a 40 à 50% des travailleurs de l'industrie fossile, ouvriers comme cadres, qui veulent partir, en fait. Parce qu'ils savent qu'ils font n'importe quoi. Ils savent que c'est nocif pour la planète et que c'est nocif pour leur santé. Et ça, c'est notamment, on l'entend beaucoup en France, du côté d'une raffinerie de Total qui est à Grand-Puy, en Seine-et-Marne,
où, au fait, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ces ouvriers raffineurs ont fait grève contre un plan de licenciement de Total Energy. Et au fait, à la faveur du temps libéré par la grève qu'ils ont faite, ils ont commencé à réfléchir, notamment avec certains écologistes, il y avait des gens des Amis de la Terre ou de Greenpeace, à qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de leur raffinerie. Et les écologistes étaient énormément surpris de dire ouais, en fait, ces ouvriers ils savent réfléchir, de un, et en fait, ils sont extrêmement conscients de leurs conditions écologiques, dans le sens où, en fait, ceux qui le disent, eux, ils respirent à longueur de journée de l'essence, et comme c'est des gens issus des classes populaires, c'est aussi des gens qui habitent leur territoire, ils nous disent, en fait, moi, la journée, enfin le week-end, je le passe à pêcher dans les rivières du coin, je me balade avec les gamins en forêt, et en fait, ça sent l'essence tout le temps, et on voit que c'est pollué. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très propre au milieu ouvrier, et qui a été aussi écrit... Je veux dire, même Marx et Engels en parlaient dès le 19e siècle, parlaient déjà du cadre de vie, la qualité du cadre de vie des ouvriers. Et on retrouve ça aujourd'hui dans le discours des ouvriers de Total Energy, ce fait de dire on est conscient pleinement de la nocivité de ces activités. Et donc ils réfléchissent, il y a un plan de travail aujourd'hui. Alors c'est un peu long, c'est un peu compliqué, c'est pas la même culture entre la CGT et des gens des Amis de la Terre. En tout cas là, ils préparent un plan. Alors c'est de la prospective, hein, bien évidemment, on s'amuse un peu. Ils ont par exemple fait un truc très intéressant sur qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de leur raffinerie pour la bifurquer, parce que c'est un outil extrêmement complexe, c'est dans les outils les plus complexes, un des outils les plus industriels, les plus difficiles à piloter. Ils se sont dit, comme on habite en milieu rural et nos maisons sont extrêmement mal isolées, on pourrait peut-être faire bifurquer, et donc ils travaillent là-dessus pour que notre raffinerie produise de la laine de verre pour pouvoir isoler les logements mal isolés pour aider les précaires énergétiques de ce territoire à faire ça. Donc c'est une façon, moi je trouve, ultra intéressante de re-questionner la question du travail, comment on fait avec les travailleurs, et la question de la bifurcation écologique des moyens de production, sachant qu'il y a tout un débat, hein, ça fait depuis 1 an ou 2 que ça émerge, il y a tout un débat sur comment on fait pour bifurquer, fermer ou pas Total Energy, est-ce qu'il faut nationaliser, socialiser. Ça, c'est un débat qui a émergé depuis quelques mois, quelques années à peine, quoi. Et ces idées, ces changements viennent des travailleurs par eux-mêmes, c'est ça, il y a vraiment une dimension très démocratique. Il y a un livre qui est extrêmement bien, que je vous conseille tous, et j'ai fait un entretien dans Mediapart, donc c'est pas pour que vous allez sur Mediapart, mais en tout cas, il y a un philosophe qui est extrêmement intéressant, qui s'appelle Alexandre Monin, qui parle d'écologie de la fermeture. Et effectivement, il y a une façon d'essayer de penser l'écologie à l'échelle des infrastructures planétaires, c'est-à-dire des infrastructures fossiles. Je rappelle quand même que, et ça c'est le GIEC, donc le groupement international des experts sur le climat, donc qui est cette énorme structure onusienne qui travaille sur l'état du climat, qui nous dit qu'à l'heure actuelle, l'ensemble des infrastructures énergétiques qu'on a sur le globe, donc les raffineries, les puits de pétrole, les champs de gaz, les terminaux gaziers, etc., à elles seules, en termes d'émissions projetées, elles nous font déjà dépasser les plus 1,5 degrés de réchauffement climatique. Dire ce qu'on a déjà sur la planète Terre nous fait déjà mettre dans le rouge d'un point de vue clou climatique. Et donc à partir de là, ce philosophe-là, et je le rejoins pleinement, dit on devrait plutôt être dans une dynamique de qu'est-ce qu'on ferme, qu'est-ce qu'on bifurque, ou qu'est-ce qu'on maintient, parce qu'on a quand même l'air de rien peut-être quelques besoins en pétrole dont on doit vraiment parler aussi démocratiquement. On a encore besoin de pétrole pour faire certains plastiques, certains médicaments, ou peut-être des déplacements, notamment en milieu rural où il n'y a pas d'infrastructure, et on a peut-être encore besoin un peu de voitures. Et en tout cas, il y a peut-être une vraie réflexion pour moi extrêmement démocratique de réfléchir, de dire, bon voilà, sur notre territoire, on a une raffinerie, où on a telle infrastructure qu'on peut qualifier ou pas de nocive pour le climat. Qu'est-ce qu'on fait et comment on fait avec les travailleurs de cette infrastructure-là? Et ça, je trouve que ça pose vraiment... Un des exemples, par exemple, c'est l'histoire des méga-bassines. Pour lui, et j'abonde dans son sens, est-ce qu'on ne peut pas dire que les méga-bassines sont des infrastructures nocives pour l'écologie, pour les écosystèmes, pour le climat? Et comment, là, il y a effectivement eu un mouvement relativement populaire, par en bas, qui se dit, voilà, en fait, nous, on a décidé de collectivement, par en bas, désamorcer, désarmer, c'est le mot qu'ils utilisent, ces infrastructures qu'on juge nocives à terme pour les générations futures. Donc ce qui est intéressant, c'est que, et même pour rebondir sur l'histoire de Grand Puits, et je pense que c'est une valeur aussi pilier de l'écologie, c'est la question démocratique. C'est vraiment comment penser l'écologie par en bas avec les travailleurs et de façon démocratique, et qui permet aussi, on va dire, de couper l'herbe sous le pied à toutes ces tentatives, en tout cas ce que les ennemis de l'écologie peuvent avancer sur ces histoires.
on va dire, de dictature verte, d'un besoin d'un certain autoritarisme, ces histoires de passe carbone, etc., qui sont aussi beaucoup de fantasmes véhiculés notamment par l'extrême droite. Ça permet de dire, voilà, nous, on a une vraie... Tu interroges là la question aussi des besoins, en fait. Par exemple, tu opposes l'employé, l'ouvrier, qui a des revenus modestes et qui est obligé d'utiliser en fait, un véhicule qui est pollué, mais dont l'usage est nécessaire pour se rendre à l'endroit où il travaille, Ouais. avec, c'est l'exemple totalement diamétralement opposé du millionnaire qui utilise un jet privé pour se déplacer. Ouais. Ouais, je peux rebondir là-dessus. Comme ça, je remets mon truc sur la demande, parce que j'y tiens, et comme ça, mais ça, vous allez en entendre aussi. C'est un argument qui est difficile à déconstruire, et du coup, on est plusieurs à un peu s'armer là-dessus. Sur la question des besoins en énergie fossile et en pétrole, il y a toujours quelque chose, et c'est par exemple vraiment l'argument massu que donnent les pétroliers, notamment Patrick Pouyanné, c'est « je ne fais que répondre à la demande ». Il y a une demande, même moi on m'allume tout le temps sur les réseaux sociaux pour dire « ah bah on ne fait que répondre à la demande » ou on me dit tout le temps « ah bah tu prends pas de voiture ». Bon, il se trouve que j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, donc je peux me draper dans la morale, mais c'est même pas ça la question. C'est vraiment une anarque intellectuelle la question de la demande en pétrole ou en gaz, parce que, au fait, déjà, il n'y a pas une demande de pétrole ou de gaz. C'est-à-dire, les citoyens ne demandent pas du pétrole ou du gaz, ils demandent des services énergétiques. Ils demandent de la mobilité, ils demandent de la lumière, ils demandent de chauffer, ils ne demandent pas du pétrole, ils ne demandent pas d'acheter des barils de pétrole. Donc, déjà, il faut un peu contourner ça. Et ensuite, la demande ne fait pas légitimité, la demande elle-même ne fait pas légitimité de ce dont on fait commerce. C'est-à-dire qu'il y a une demande en armes, il y a une demande en drogue, il y a une demande en pédopornographie, par exemple, et c'est pas pour ça qu'on laisse les gens faire ça. On a énormément d'organisations, de pratiques, d'organes, à la fois nationaux et transnationaux, pour réguler ces demandes-là. On a tout un appareil de loi, donc pourquoi on ne régulerait pas à l'échelle internationale aussi les énergies fossiles ? Et c'est là que je vais commencer à rebondir sur ce que tu dis, hein. Je fais des trucs comme ça. Les deux derniers points sur cette arnaque de la demande, c'est que il y a aussi les pétroliers ont toujours, saboté les politiques publiques qui ont tenté justement de réguler cette demande-là, de réguler les énergies fossiles. L'exemple que je donne toujours, c'est par exemple à la COP 28, donc les grandes négociations internationales sur le climat qui ont lieu là à Dubaï en décembre dernier. Il y avait plus de 2450 lobbyistes du pétrole, du gaz et du charbon dans les couloirs. En fait, ils sont là pour saboter le texte. Et même quand on voit le texte final qui sort de la COP28, on retrouve plein d'éléments de langage de l'industrie fossile. C'est quelque chose que je raconte aussi dans le livre. Dans les années 90, par exemple, il y avait l'idée à l'échelle européenne puis à l'échelle internationale de mettre en place une taxe carbone pour que le pétrole soit cher, tellement cher à partir des années 2000-2010 que la production s'assèche par elle-même parce que c'est trop cher à produire et à vendre. Mais c'est Total Energy qui s'est organisé pour saboter à l'échelle européenne cette politique publique-là. C'est vraiment raconté avec des documents internes de Total Energy auxquels j'ai eu accès, sachant que même l'agent vraiment de Total Energy qui a saboté ça à l'époque, c'est Dominique Strauss-Kahn en 1992, qui était le ministre de l'Industrie, qui va servir d'agent perturbateur de ça. Et je termine là-dessus sur l'histoire de la demande. Et donc je rebondis sur mes pieds sur cette histoire de besoins sociaux. Au fait, en disant ça, on entretient sciemment la confusion entre la demande et les besoins. Et effectivement, les besoins ne sont pas les mêmes, c'est une vraie question démocratique. Et c'est un peu, effectivement, comme tu le dis, est-ce que quelqu'un, je caricature extrême pour que vous compreniez l'exemple, est-ce que quelqu'un qui habite à Lille ou à Paris, où il y a quand même un réseau de transport public assez dense, est-ce que quelqu'un qui prend son SUV, son 4x4 pour se déplacer dans cette ville-là, est-ce que c'est un besoin social ? Est-ce que quelqu'un qui prend son jet privé pour aller à Nice, parce que c'est ça en plus, pareil, j'ai enquêté sur le jet privé, quand un ultra riche prend son jet privé, au fait, il le prend pour faire des Paris-Lille, des Paris-Nice, des Paris-Brest, il y a quand même des trains, est-ce que c'est un besoin social ? Par contre, moi j'estime effectivement que par exemple un ouvrier, un travailleur qui habite en milieu rural où il n'y a pas d'infrastructure en transport en commun assez dense ou voire même inexistant, oui, il a besoin de prendre la voiture et là c'est un besoin. En fait, je pense que cette question du carbone, en fait, il faut la socialiser. C'est ce que j'ai toujours, il faut socialiser la question du carbone. Et il y a toujours un philosophe américain que je mobilise qui est Henry Shue, qui il nous dit qu'il faudrait faire un grand débat démocratique, encore une fois, je reviens toujours à cette question-là, la démocratie, qu'il faudrait faire un débat entre nous pour discriminer qu'est-ce qu'on estime être des émissions de luxe,
En gros, le gars qui va prendre son 4x4 alors qu'il habite en ville, l'ultra riche qui prend son jet privé, mais je caricature, et des émissions de subsistance. Des émissions sur lesquelles on pourrait dire on les assume de les prendre collectivement et socialement. Et je termine là-dessus parce que je trouve que c'est important aussi, parce que les écologistes me le disent aussi souvent, sur cette histoire de socialiser le carbone, elle est extrêmement importante parce que il y a un schème qui revient tout le temps de Jean-Marc Jancovici, par exemple, qui nous dit, qui est très populaire, c'est de dire, par exemple, un individu, c'est le chiffre qui est toujours, si on devait être dans les clous climatiques, un individu devrait prendre seulement 4 fois l'avion dans sa vie, en fait. 4 avions long cours dans sa vie. Bon, en vrai, c'est déjà pas mal, faire 4 beaux voyages dans sa vie, mais il désocialise cette question-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai débat démocratique entre, encore une fois, ça veut dire quoi prendre l'avion et pour quelle utilité sociale. Moi, par exemple, j'estime que quelqu'un qui habite dans les dom-toms aux Antilles, qui était obligé de venir en France pour travailler parce qu'il n'y a pas de travail, parce que c'est un espace où il y a un continuum colonial qui s'exerce encore au dom-tom et qui fait que les moyens de conditions matérielles de survie sont extrêmement compliqués et qu'ils sont obligés de migrer en France métropolitaine. Ben moi, j'estime qu'il pourrait avoir le droit de prendre régulièrement l'avion pour voir sa famille. On pourrait faire la même avec les populations immigrées, nord-africaines, etc. Bref, il y a une vraie question sociale à poser par rapport à ça. Il y a un vrai débat démocratique et il faut surtout ne jamais se faire enferrer dans on va dire dans des objets, dans des schèmes technocratiques. Okay. J'aborderai un dernier thème et puis après je donnerai la parole à la salle, bien sûr, pour une discussion libre. Vous avez évoqué dans votre entretien à plusieurs reprises vos racines portugaises, issues d'un milieu populaire. Vous en tirez des enseignements, donc en tous les cas j'en ai retenu 2. L'antiracisme en fait comme moteur du mouvement climat, d'un mouvement climat en fait qui s'est totalement essoufflé et qui gagnerait à être recoupé par différents combats, pas uniquement l'antiracisme, mais celui-ci en fait vous dites qu'il est central, en tous les cas dans le camp de l'émancipation. Ouais. Mais ça peut être aussi le combat féministe, etc. Le second, potentiellement, c'est l'écologie populaire dont on parle beaucoup, mais qui, pour vous, existe déjà et qui donc développe des pratiques qui ne se disent pas écologiques, mais qui le sont. Ouais. C'est ça, à chaque fois, je pourrais parler 1 heure. Mais bon, effectivement, donc, bon, je suis originaire de Roubaix. Comme énormément de personnes, je suis issu de l'immigration portugaise. Donc moi, je viens vraiment d'une famille ouvrière à Roubaix. Mon père travaillait au peignage de la Tossé. Par exemple, ma mère aussi, donc, qui est dans la salle, elle a aussi travaillé à l'usine et elle est aujourd'hui, après, elle a travaillé comme femme de ménage. Et déjà, c'est une histoire qui est très peu connue, en fait, l'histoire de l'immigration portugaise. On est quand même la 2e communauté en France. Mais pour reprendre les mots de l'historien Victor Pereira, qui est le grand historien de l'immigration portugaise, en fait, on est les inconnus les plus célèbres de France. Tout le monde nous connaît, mais on ne connaît pas notre histoire, en fait. Et effectivement, c'est une histoire qui est en elle-même politisée et qu'on peut aussi, je vais m'expliquer là-dessus, dans le sens où moi, comme de nombreux fils de l'immigration portugaise, on a fui une dictature fasciste. Hein. On vient de fêter là les 50 ans de la révolution des œillets. Mais on a quand même fui la plus grande, la plus longue dictature d'extrême droite d'Europe occidentale. Hein. C'est 48 ans de fascisme quand même. Le Portugal, c'est pas anodin. On a vécu aussi le plus long empire colonial. Le Portugal n'a décolonisé qu'en 74, durant la révolution des œillets. Et ces 2 choses-là ont été les moteurs de l'immigration portugaise en France, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont fui à la fois la misère qu'a créé la dictature fasciste, le salazarisme portugais, qui ont fui la guerre coloniale. Je rappelle que quand même, à la fin, dans les années 70, il y avait un homme appelé sur 5 qui désertait ou qui était réfractaire ou qui a fui la famille portugaise. Il n'y a pas une famille portugaise aujourd'hui en France qui n'a pas quelqu'un qui a déserté la guerre coloniale ou qui a passé la frontière pour fuir cette guerre coloniale à l'époque qui était assez terrible. Et j'allais dire une troisième chose, mais je ne sais plus laquelle. Oui, la misère, le fascisme et donc la guerre coloniale. Et quand je dis qu'on écologise on peut écologiser les parcours de l'immigration. Enfin, je veux dire, la guerre coloniale qu'a opéré le Portugal en Angola, au Mozambique et en Guinée, et surtout en Mozambique, c'était avant tout pour sauvegarder les ressources pétrolières et gazières du Mozambique, ressources gazières que Total Energy commence aujourd'hui à exploiter au Mozambique. Il y a un énorme projet qui s'appelle Mozambique LNG que Total Energy est en train de mettre en place. Donc on peut déjà dire que
Cette immigration massive, les historiens parlent même de soulèvement clandestin. Pareil, c'est dans la décennie des années 60, c'est plus de 800 000 Portugais dans un petit pays de moins de 10 millions d'habitants. C'est 800 000 Portugais qui fuient la frontière. Donc on va parler de soulèvement clandestin, de pratiques de résistance, on va dire, souterraine pour fuir ce fascisme-là. Donc il y a déjà cette dimension écologiste de ne pas participer à une guerre coloniale qui est là pour maintenir ces réserves pétrolières. Et puis moi, en tout cas, et notamment ici à Roubaix, tous les Portugais qui viennent de Roubaix, ils viennent beaucoup d'une ville qui s'appelle Covilhã, qui était un grand foyer ouvrier, un grand bastion ouvrier au Portugal, qu'on appelait la petite Manchester portugaise, parce que c'était un gros lieu de l'industrie portugaise, qui sont venus donc à Roubaix, qui est la petite Manchester française. Cette ville-là, elle est très connue au Portugal. Si vous allez à rue de l'Alma, il y a même un café qui s'appelle le Covilhã Sporting Club, puisqu'on vient, beaucoup de gens de l'immigration viennent de ces usines-là. Et là, effectivement, il y a aussi une écologisation qu'on pourrait penser, parce que l'industrie textile, c'est pas n'importe quelle industrie, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde et qui est la deuxième émettrice de gaz à effet de serre. Donc rien qu'en partant là d'un petit parcours comme ça d'écologisation, on peut travailler cette question-là. Et quand je parle de ma mère aussi beaucoup dans mes entretiens, c'est qu'elle est aussi femme de ménage et c'est aussi tous les métiers, on va dire, d'une écologie de chez soi. Et qui est aussi des métiers qui sont extrêmement nocifs pour la santé et qui abîment les corps. Il y a eu un long reportage que j'ai fait il y a 2-3 ans dans Mediapart où j'avais interviewé 4 femmes de ménage portugaises et comment notamment leur corps, avec les produits chimiques pour faire le ménage dans les grandes maisons cossues de la bourgeoisie roubaisienne, a été complètement abîmé. Donc il y a vraiment une écologisation de ça. Et je suis en train de me perdre et je ne sais plus quoi que tu voulais me parler. C'était Ah oui, c'était l'écologie. Effectivement, il y a toujours... et il y il y avait un deuxième truc, pardon, c'était... L'antiracisme. L'antiracisme et tout ça, pardon, parce que je fais des tunnels et j'ai pas mon stylo. Ce sont les... Donc sur l'écologie populaire, et je termine après sur l'antiracisme, effectivement, il y a toujours ce schème-là, ce slogan-là de dire une écologie populaire. Il faut qu'on construise une écologie populaire. On ne va pas se voiler la face. Pour l'instant, il y a énormément d'initiatives d'écologie, en tout cas estampillées écologie populaire, qui sont plutôt de l'ordre de... On va essayer d'inculquer des pratiques d'écologie aux classes populaires. C'est-à-dire, je vais faire de la caricature à fond, hein. On va apprendre aux pauvres à faire du compost, à cuisiner des légumes et à essayer de consommer, à faire moins de gaspillage. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi je pense qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui est complètement invisibilisé. C'est que pour moi, il y a des pratiques d'écologie qui sont déjà inhérentes, propres aux classes populaires, mais qui ne sont pas codées comme telles. Parce que les gens qui écrivent sur l'écologie ou qui militent pour l'écologie sont plutôt issus des classes populaires, enfin des classes supérieures, on va dire plutôt, pour faire mon Bourdieu, la petite bourgeoisie culturelle, c'est plutôt ça socialement. Ne les voit pas parce qu'elles ne sont pas codées comme telles, mais si on y réfléchit bien, il y a plein de pratiques. Moi, un des trucs qui m'a fait marrer, notamment quand j'ai commencé à être engagé sur la question écologique, c'était la question des SEL, ce qu'on appelle les services d'échange locaux, où en gros, on essaye de formaliser un système d'entraide où, contre une heure d'apprentissage de la couture, tu viens m'aider à réparer chez moi et on permet comme ça de mettre en place un système comme ça. J'avais vu ça à Rennes où j'avais fait une partie de mes études. En fait, ça m'avait fait extrêmement rire parce que je m'étais dit, en fait, c'est le quotidien des quartiers populaires qui se passe à Roubaix et à Tourcoing. Je viens t'aider à faire du placo et la semaine prochaine, je t'invite à manger un couscous chez moi et après, je vais t'aider à réparer la voiture, etc. Donc, il y a déjà cette forme d'entraide non marchande qui est propre au fait, qui est vraiment un des moteurs de la sociabilité, des sociabilités populaires. Il y a plein de choses aussi, on peut en parler pendant un bout de temps, mais bon, il y a quelque chose qui est très particulier à Roubaix, c'est tout ce qui est économie informelle, économie de rue, c'est tout le travail qu'a fait le collectif Rosa Bonheur, hein, notamment les sociologues qui ont fait un très beau travail ici à Roubaix sur ces fameux garages de rue. En tout cas, il y a des savoirs, je pense, assez hallucinants dans les quartiers populaires et notamment à Roubaix sur ce qu'on appelle, en tout cas ce que moi j'appelle l'écologie de la maintenance ou l'écologie de la réparation. Je veux dire, ici, il y a des savoir-faire populaires pour maintenir une machine à laver pendant 20, 30 ou 40 ans, pour maintenir une cafetière, pour maintenir une voiture, pour maintenir des appareils, rien qu'en bricolant, rien qu'en réparant de façon assez longue. Et ça, je pense, c'est des savoirs qui ne sont pas du tout identifiés comme tels, ou en tout cas qui sont vus comme de l'économie informelle. On peut parler aussi du rapport à l'alimentation et au gaspillage, qui est quand même extrêmement crucial au sein des quartiers populaires, où à partir d'un seul repas, on peut en dépiller 3, ou à partir d'un seul... ça, c'est très ancré dans certaines cultures, je pense notamment qu'avec la graine de semoule, on peut faire 4 plats différents avec des desserts, etc. En tout cas, il y a une espèce d'obsession sur l'histoire du gaspillage et du recyclage. On peut parler aussi du rapport à la modestie.
Il y a vraiment ce truc-là qui est extrêmement central, structurant dans les classes populaires, de dire, au fait, et qui répond un peu en miroir à l'écologie bourgeoise, de dire je peux changer le monde en me changeant moi-même, encore une fois, en triant mon compost, en triant mes déchets, etc. Et il y a une forme de modestie de dire peut-être nous, pas forcément, et on essaye plutôt de faire ce que je peux à ma petite échelle. Il y a quelque chose de l'ordre assez intéressant là-dessus. Et je peux peut-être terminer aussi sur le rapport à la nature aussi. On voit notamment pour les populations immigrées qui viennent des pays du Sud, où il y a aussi un rapport à la nature beaucoup plus collectif. C'est-à-dire qu'au Portugal, on a ce qu'on appelle les barlux, c'est les terres communales. C'était des terres qui étaient gérées collectivement, que le fascisme portugais a beaucoup réduit à portion congrue, mais en tout cas, il y a toute une culture d'un rapport à la gestion des ressources en eau, à la gestion forestière, où c'est les populations locales, en communauté, en autogestion, qui vont gérer ces ressources naturelles-là. Il y a la même chose aussi en Kabylie, en Algérie, ou au Maroc, ou en Afrique subsaharienne. Et j'avais encore un exemple, mais je l'ai oublié, mais c'est pas grave, ça ira au fond des discussions. Et je termine sur l'antiracisme. Effectivement, pour moi, aujourd'hui, elle doit être centrale dans l'écologie, parce que, bon, déjà, tout simplement, il y a un péril fasciste aujourd'hui. On va encore le voir là le 9 juin prochain aux élections. Et il faut toujours se rappeler aussi que l'écologie, que l'extrême droite est le premier ennemi de l'écologie. Je veux dire que là, par exemple, Donald Trump, c'est Washington Post qui a sorti ça il y a quelques jours à peine. Donald Trump, qui est déjà prévu pour être élu en novembre prochain aux élections américaines, a déjà commencé à écrire avec les géants pétroliers américains, etc., des décrets pour détricoter la politique un peu verte de Joe Biden dès qu'il arrivera au pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi extrêmement financé par ces industriels fossiles. Et la deuxième chose aussi, et je terminerai là-dessus, il y a aussi le GIEC, pour revenir à la science, qui nous montre aussi que l'extrême droite est dangereuse, dans le sens où, c'est assez intéressant, c'est dans leur rapport qu'ils ont sorti il y a 2 ans, ils sont amusés à faire des projections sociales, des projections sociétales. Ils ont fait 3 modèles pour savoir où est-ce qu'on allait en termes d'émissions d'ici à 2100. Et donc il y a un modèle qui est assez proche au nôtre aujourd'hui, qui s'appelle montée des nationalismes et recrudescence, c'est montée des nationalismes et recrudescence des conflits régionaux. On est en plein là-dedans, l'arrivée de la guerre ukrainienne, le conflit à Gaza, la montée des nationalismes. En fait, quand ces gens-là du GIEC font leurs projections, on est amené à un monde à plus 3,5 degrés. Plus 3,5 degrés, c'est un enfer. On est déjà à plus 1,2 degrés. Aujourd'hui, c'est quasiment invivable pour moi de vivre dans un monde à plus 3,5 degrés. Et ça montre vraiment en quoi l'antiracisme aujourd'hui doit être une des grandes boussoles de l'écologie politique. Et pour terminer aussi, parce que tout simplement, la base même de l'extractivisme fossile a un fondement raciste, sinon même colonialiste. Si Total Energy est le premier développeur de projets pétrogaziers aujourd'hui sur le continent africain, c'est pas anodin. C'est parce qu'il peut toujours bénéficier de ces réseaux France-Afrique. C'est des choses aussi que j'ai pas mal décortiquées et démontrées dans Mediapart. Et qu'en tout cas, il y a on va dire, ils se sentent de faire ça. C'est-à-dire qu'un des plus grands projets pétroliers de Total Energy aujourd'hui en Afrique, c'est faire 1500 puits de pétrole en Ouganda, dont une partie dans un des plus grands parcs nationaux d'Afrique de l'Est, avec ensuite un oléoduc de 1400 km de long, c'est la distance entre Paris et Rome, pour l'acheminer sur les côtes. Est-ce qu'on imagine Total se dire, alors d'un point de vue code environnemental, c'est impossible, mais il faut quand même avoir un fond extrêmement raciste pour se dire, enfin je veux dire, en France, je m'explique, jamais Total ne serait autorisé à dire ah bah tiens on va faire 400 puits de pétrole dans le massif des Écrins et on va faire un pipeline jusqu'en Grèce pour acheminer ce pétrole-là. Ils se disent voilà, en gros, comme c'est des populations racisées, on peut se permettre de le faire parce que ça va bien se passer. Et puis voilà, donc il y a vraiment une dimension, et l'histoire même de l'extractivisme nous montre qu'il y a eu c'est sur des bases coloniales que ces géants de l'industrie fossile ont pu extraire du pétrole et du gaz. Sachant que ces personnes-là sont aujourd'hui les premières victimes des dérèglements climatiques. C'est quand même les premières. Il y a 97% des décès liés aux événements climatiques depuis 1991 qui ont touché des gens, enfin des populations des pays du Sud. Et je termine là-dessus. Il y a vraiment aujourd'hui pour moi une nouvelle forme d'internationalisme. L'internationalisme pour moi qui a été beaucoup perdu, qui est une des boussoles dont la gauche ne se sert plus. Aujourd'hui, on pourrait créer une nouvelle forme d'internationalisme à travers ces solidarités avec les populations du Sud, en essayant de démanteler ici les grandes industries pétrolières.